Le mystère de la route de la forêt noire. Chapitre 1. Le routier rebelle. Antoine Marchand n'était pas le routier typique. À 42 ans, avec une vie passée sur les routes, il était connu pour être un homme difficile. Il buvait comme s'il n'y avait pas de lendemain, fumait sans cesse et, de temps en temps, dépassait les limites de la loi sans réfléchir. Il avait déjà été verbalisé pour conduite en état d'ivresse, mais cela ne l'avait jamais empêché de poursuivre son vieux vice. Lorsqu'il n'était pas au volant, il dépensait son argent avec des prostituées et jouait dans des casinos miteux. Les risques et le danger étaient pour lui aussi essentiels que l'essence dans son réservoir. Ce soir d'octobre, il se préparait pour un autre long trajet. Il n'était pas dans son meilleur état, car il venait de passer les dernières heures à une fête clandestine de routiers dans une station-service délabrée. La musique forte, les cris, l'odeur d'huile brûlée et de bière bon marché étaient encore frais dans sa mémoire. Il se souvenait comment, ivre et se sentant invincible, il avait harcelé une femme à la fête, riant et se vantant à ses collègues par radio en reprenant la route. Antoine empruntait la célèbre route de la forêt noire, un chemin traître qui traversait une forêt dense entre Beauclair et Châteaunuit. Les routiers expérimentés évitaient cet itinéraire, surtout la nuit, mais Antoine ne se souciait pas des superstitions. Après tout, il était le genre d'homme qui croyait que rien ne pouvait l'atteindre, ni la loi, ni les fantômes de la route. L'horloge du tableau de bord indiquait 23 heures lorsqu'il quitta la station-service. Il faisait déjà noir et nuageux, et la seule chose éclairée était l'étroite bande d'asphalte devant lui, découpée par les phares du camion. La forêt environnante semblait vivante, avec le vent qui soufflait entre les arbres, murmurant comme une présence qu'il tentait d'ignorer. Il alluma la radio du camion pour chasser le silence gênant, mais tout ce qu'il entendait était de la statique. Il essaya d'ajuster les stations, mais rien d'autre que ce bruit métallique ne résonnait dans la cabine. L'inconfort commençait à s'insinuer en lui, mais Antoine rejeta toute pensée de peur. Il rit, se remémorant comment il avait raillé les autres routiers lors de la fête, se vantant de ses exploits. Il attrapa la bouteille de whisky sur le siège passager et en prit une autre gorgée, sentant la chaleur de la boisson descendre dans sa gorge. Chapitre 2. La femme sur la route. Il devait être près de 3 heures du matin lorsqu'Antoine aperçut quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Sur le bas-côté de la route déserte, une jeune femme se tenait à côté d'une vieille voiture délabrée. Et ce n'était pas n'importe quelle femme, elle correspondait exactement au type qu'Antoine appréciait. Une jeune blonde, à la peau claire, portant une robe courte qui mettait en valeur ses courbes. Elle semblait avoir à peine 20 ans, peut-être même moins, presque une enfant. L'impulsion de s'arrêter fut immédiate. La vision de cette jeune fille perdue dans l'obscurité de la route l'excitait et le mettait en alerte. Il ralentit le camion jusqu'à s'arrêter à sa hauteur. Pendant un instant, il se demanda comment une personne si jeune et belle avait pu se retrouver là, au milieu d'une route oubliée du temps. « Et, ma jolie, tu as besoin d'un coup de main ?» lança Antoine avec un sourire malicieux sur les lèvres. La jeune femme lui sourit en retour, un sourire timide et doux, du genre qu'Antoine n'avait pas vu depuis longtemps. Elle semblait vulnérable, parfaite pour lui. Il ouvrit la porte du camion, et elle monta sans hésiter. Chapitre 3. La révélation horrifiante. À mesure qu'Antoine roulait sur la route déserte,
Le désir et la curiosité prirent rapidement le pas sur la peur initiale qu'il avait ressentie. La jeune femme, si attirante et vulnérable à ses côtés, lui faisait oublier l'atmosphère oppressante autour de lui. La tension dans la cabine était palpable, et la peur qu'il avait ressentie semblait se mêler à un désir croissant. Il tendit la main pour toucher la jeune fille, sa main tremblant légèrement. Sa peau était étonnamment froide au toucher, et un frisson de malaise le parcourut. Mais Antoine, consumé par ses propres impulsions, ignora cet avertissement. Il tenta de glisser sa main plus près, dans un geste qu'il pensait séduisant, mais quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'il remarqua que le sourire de la jeune fille avait disparu, laissant place à une expression qu'il ne parvenait pas à décrire. Ses yeux, auparavant brillants et invitants, étaient maintenant comme des gouffres sans fond. L'atmosphère dans la cabine changea brusquement, le froid s'intensifia, et l'air devint lourd et oppressant. Soudain, la jeune fille commença à se transformer sous les yeux d'Antoine. Son corps semblait se contorsionner et s'allonger, sa peau s'étirant et s'assombrissant dans une teinte sinistre. Sa robe se déchirait, révélant une forme monstrueuse en dessous. Des griffes jaillirent de ses doigts, et ses dents s'allongèrent en crocs acérés. La créature se dévoilait dans toute sa monstruosité. Antoine fut paralysé par l'horreur en voyant la transformation. Ses instincts lui criaient d'arrêter le camion et de fuir, mais la panique le laissait incapable d'agir. Le démon, maintenant pleinement révélé, lui souriait d'un sourire cruel. D'un geste rapide, elle saisit Antoine par le cou, ses griffes tranchantes pressant contre sa peau. Antoine tenta de lutter contre son emprise, mais les griffes étaient implacables. Il sentit l'air lui manquer, sa vision commençait à se brouiller. Désespéré, il se débattit pour se libérer, mais le démon était fort et semblait se nourrir de la terreur de sa victime. Chapitre 4 – Fuite dans le désert. Dans un dernier sursaut de panique, Antoine parvint à se défaire de l'emprise du démon. Il ouvrit la porte du camion et se jeta dehors, roulant sur le sol rugueux de la route. Il courut sans se retourner, son cœur battant à tout rompre, ses jambes flageolantes. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait fuir cette chose. Il courut sans s'arrêter jusqu'à atteindre l'immensité du désert à côté de la route. L'obscurité du désert était oppressante, mais Antoine n'avait pas le choix. Il courut sans but, son esprit à la limite de la folie. Les rires de la créature résonnaient dans sa tête, et il sentait que, peu importe à quelle vitesse il courait, le démon était toujours juste derrière lui. Le désespoir le consumait, et il avait du mal à penser clairement. Les voix, les murmures, ils faisaient maintenant partie de son esprit, comme si le démon était à l'intérieur de sa propre tête, guidant chacun de ses pas. Antoine erra dans le désert pendant des heures, peut-être des jours. Il perdit toute notion du temps. La soif et la fatigue le torturaient, mais il continuait à avancer, comme si quelque chose le poussait en avant. À un moment donné, il s'effondra, tombant sur le sable brûlant, épuisé et tourmenté. Chapitre 5 – Réveil dans le néant. Lorsqu'Antoine se réveilla enfin, il était couvert de poussière et de sueur, le soleil brûlant du désert frappant fort son visage. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, ni où il se trouvait exactement. Le dernier souvenir qu'il avait été le sourire cruel de la femme démoniaque, et après cela, le vide. Titubant,
Antoine se leva et regarda autour de lui. Le désert s'étendait dans toutes les directions, mais au loin, il aperçut quelque chose. La route. Il commença à marcher vers elle, chaque pas étant un effort immense. Quand il atteignit enfin la route, il vit son camion, stationné exactement là où il l'avait laissé. Il était intact, comme si rien ne s'était passé. Incrédule, Antoine monta dans la cabine et regarda autour de lui, cherchant un signe de la femme ou de ce qui s'était passé. Le camion semblait normal, mais il savait que quelque chose en lui avait changé à jamais. Il s'assit au volant, les mains tremblantes. Il ne savait pas comment expliquer ce qui s'était passé, mais il était certain d'une chose, cette créature qu'il avait rencontrée. Histoire 2, le camion. Chapitre 1, le début de l'aventure. La maison de Jean était sens dessus-dessous. Des gobelets en plastique et des bouteilles de bière vides jonchaient le sol du salon, l'odeur de fumée imprégnant encore les rideaux. C'était le vestige de la fête de la veille. Jean se vantait devant ses amis tout en lançant en l'air les clés de la voiture de son père. C'était une voiture de sport rouge, un modèle coûteux que son père le laissait rarement toucher. Cependant, avec ses parents en voyage pour 10 jours, Jean voyait l'occasion parfaite. Amélie, sa petite amie, l'observait en silence tout en préparant son sac à dos. Elle avait un mauvais pressentiment depuis le début, mais elle choisit de ne rien dire. Elle savait que Jean était impulsif, et rien ne le ferait changer d'avis à ce moment-là. Pierre, le meilleur ami de Jean, et sa petite amie Sophie étaient excités. C'était la première fois qu'ils partaient en voyage seuls, sans surveillance d'adultes, et ils voulaient profiter de chaque instant. L'ambiance était à l'euphorie, surtout après la fête. Tous étaient un peu fatigués, mais l'adrénaline d'être sur la route les maintenait en alerte. Jean s'amusait au volant, accélérant dans les rues de la ville tandis que les autres riaient, bien qu'Amélie gardait les yeux fixés sur la route. Elle n'aimait pas la façon dont il conduisait, toujours à vouloir impressionner. La route menant au petit village français où il se rendait était bordée de champs verdoyants et de douces collines. Le soleil brillait intensément, peignant le ciel de nuances d'un bleu profond. L'atmosphère à l'intérieur de la voiture, cependant, contrastait. Jean devenait de plus en plus excité par la vitesse, riant de manière incontrôlable en réalisant des manœuvres risquées. « Jean, s'il te plaît, ralentis », dit Amélie pour la 3e fois, la tension dans sa voix étant perceptible. Mais Jean l'ignora complètement. Pierre et Sophie à l'arrière se contentaient de rire, encore animés par les restes de la fête de la veille. Pierre, en particulier, encourageait Jean à aller plus vite, lui suggérant de prendre des virages serrés et d'accélérer dans les lignes droites. Mais ce qui semblait être une aventure inoffensive allait bientôt virer au cauchemar. Chapitre 2 : La rencontre avec le camion. Ils étaient déjà sur la route depuis des heures quand ils commencèrent à remarquer un changement dans le paysage. Les collines douces laissèrent place à des forêts denses et sombres, projetant des ombres sur la route sinueuse. La radio jouait une musique quelconque, mais l'énergie dans la voiture commença à changer. Même Pierre et Sophie étaient plus silencieux maintenant, comme s'ils ressentaient quelque chose d'étrange dans l'air. C'est alors que Jean regarda dans le rétroviseur et vit pour la première fois le camion. Il était loin, mais suffisamment pour attirer son attention. Un géant de métal, tout noir, avec des carénages qui le faisaient ressembler à une bête.
Les phares blancs brillaient d'une manière intimidante derrière la voiture de sport. « Regardez ça, on dirait un de ces trucs dans les films américains. » Plaisanta Jean, en appuyant sur l'accélérateur pour voir si le camion les suivrait. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle regarda derrière et vit le camion, qui semblait s'approcher lentement. « Jean, ne fais pas ça. Ce type est beaucoup trop près. »« Détends-toi, je sais ce que je fais, » répondit-il, impassible, accélérant davantage. La voiture rouge rugit en prenant de la vitesse sur la route. Pendant quelques minutes, ils semblèrent avoir distancé le camion, mais pas pour longtemps. À travers le rétroviseur, Jean vit de nouveau apparaître le monstre noir, cette fois bien plus près. Désormais, Pierre et Sophie étaient aussi tendus. « Mec, ce camion est vraiment trop collé, » dit Pierre, le rire ayant disparu de son visage. « T'inquiète, il va nous dépasser, » assista Jean, mais sa voix n'était plus aussi confiante. Le camion ne les dépassa pas. Il continua à les suivre, collé à la voiture de sport. Amélie commençait à transpirer de peur, serrant les poings sur son siège. Chapitre 3 – La chasse commence. Ce qui avait commencé comme une course amusante se transforma en désespoir. Jean appuyait à fond sur l'accélérateur, mais le camion était toujours là, comme une ombre sinistre, collée à eux. À chaque virage serré ou manœuvre risquée, il pensait s'en être débarrassé. Et pourtant, quelques minutes plus tard, le camion réapparaissait, ses phares illuminant le rétroviseur de manière menaçante. « Jean, s'il te plaît, arrête la voiture. C'est trop dangereux maintenant. » implora Amélie, la peur palpable dans sa voix. « Si je m'arrête, ce type va nous attraper, » cria Jean, ses doigts serrant le volant avec une telle force que ses jointures devinrent blanches. La panique commençait à l'envahir lui aussi, bien qu'il tentât de rester calme devant ses amis. Le silence régnait dans la voiture. Pierre et Sophie se cramponnaient à leur siège, leur cœur battant à tout rompre. Pierre, qui avait auparavant encouragé Jean à aller plus vite, regrettait maintenant, son visage blême de peur. Sophie, quant à elle, ne disait pas un mot. Elle regardait juste par la fenêtre, comme si elle attendait que tout cela se termine. La route était déserte. Aucune lumière, aucune maison, rien. Juste eux, l'obscurité de la forêt environnante et le camion, qui ne lâchait pas prise. Soudain, le camion accéléra et heurta l'arrière de la voiture de sport. La voiture tangua violemment, et Jean manqua de perdre le contrôle. Amélie hurla, et les autres s'accrochèrent à leur siège, terrifiés. « Je ne peux plus contrôler la voiture, » dit Jean, paniqué. Chapitre 4 – La tragédie. Dans un geste désespéré, Jean tourna brusquement le volant pour essayer de semer le camion. La voiture quitta la route, glissant à grande vitesse sur l'accotement. La voiture de sport s'écrasa contre un arbre dans un fracas assourdissant. Tout devint silencieux un instant, comme si le temps s'était arrêté. Amélie ouvrit les yeux avec difficulté. Sa vision était floue, et tout son corps lui faisait mal. L'odeur d'essence et de fumée envahissait ses poumons. La première chose qu'elle vit fut le corps inerte de Jean, toujours attaché au volant. Il ne bougeait plus. Du sang coulait de son front, ses yeux étaient ouverts, mais sans vie. Elle se tourna lentement vers la banquette arrière. Pierre était évanoui,
la tête tombée sur le côté, tandis que Sophie ne bougeait pas, le visage tourné vers le plafond. Ils semblaient tous les deux morts. Le bruit du moteur du camion résonnait encore au loin. Amélie, encore sonnée, essaya de sortir de la voiture. Chaque mouvement lui faisait mal, mais elle savait qu'elle devait s'échapper. Le camion pourrait revenir. Chapitre 5 – La survivante. Amélie tituba hors de la voiture, ses pieds nus touchant le bitume froid. Le monde semblait tourner autour d'elle, et un goût de sang emplissait sa bouche. Elle regarda autour d'elle, cherchant une trace du camion, mais il avait disparu. Les heures qui suivirent furent floues. Elle erra sur la route déserte, ses vêtements en lambeaux, le visage couvert de saleté et de sang. Finalement, elle fut retrouvée par une famille qui passait sur la route le lendemain matin. Ils appelèrent la police, qui arriva peu de temps après. Amélie raconta son histoire aux autorités, mais personne ne la crut. Ils dirent que l'accident avait été causé par la vitesse excessive, aggravée par la consommation d'alcool et de drogue. Le camion? Probablement le fruit de son imagination. Mais Amélie connaissait la vérité. Elle savait que le camion était là, et qu'il était responsable de la mort de ses amis. Pourtant, elle ne pouvait pas le prouver. Ce qui lui restait, c'était seulement le souvenir de cette nuit et la sensation constante que, à tout moment, le camion pourrait revenir pour finir ce qu'il avait commencé. Histoire 3 – La passagère de la nuit. Chapitre 1 – La course nocturne. Marcos était chauffeur de VTC depuis plus de 2 ans. Il avait commencé à travailler la nuit, car, selon lui, c'était à ce moment-là que les courses rapportaient le plus et qu'il y avait moins de circulation. De plus, il aimait le calme de la nuit et la solitude des rues désertes. Mais il y avait une autre raison. Il souffrait d'insomnie depuis l'adolescence, et conduire la nuit semblait être la meilleure façon de passer le temps jusqu'au lever du jour. Cette nuit-là, il pleuvait fort. Les rues étaient presque désertes, et les quelques lampadaires vacillaient le long de l'avenue mouillée. Marcos s'était garé sous un auvent pour éviter la pluie pendant qu'il attendait une nouvelle course. L'horloge sur le tableau de bord indiquait 3h37 du matin. Il pensait à terminer son service lorsque l'application a sonné. C'était une course longue, plus de 100 km jusqu'à une petite ville de province. Quelque chose en lui disait de refuser, mais la prime était élevée, et l'argent était toujours bienvenu. Sans trop réfléchir, il accepta. La passagère n'était qu'à quelques pâtés de maison, et il arriva rapidement à destination. Lorsqu'il s'arrêta, une femme émergea des ombres, tenant un parapluie noir. Elle portait un manteau épais, bien qu'il ne fasse pas si froid, et ses yeux semblaient creux et fatigués, presque vides. Marcos déverrouilla la porte, et la femme entra à l'arrière sans dire un mot, hochant simplement la tête en guise de remerciement. Le silence entre eux était étrange, mais il était habitué aux clients taciturnes. Il confirma la destination via l'application, un petit village appelé Sainte-Anne, au cœur d'une zone rurale éloignée. « Bonsoir, dit-il, essayant d'être poli. « Sainte-Anne, c'est bien ça ?» La femme le regarda dans le rétroviseur. Son regard était perturbant, comme si elle examinait chaque détail du visage de Marcos. Elle sourit, mais d'une manière peu amicale. « Oui, Sainte-Anne, loin de tout, répondit-elle, sa voix basse, presque un murmure. Marcos ressentit un frisson involontaire. Il enclencha la marche et suivit la route, tentant de se débarrasser de l'étrange sensation que quelque chose n'allait pas. La pluie martelait fort le pare-brise, et l'obscurité de la nuit semblait plus épaisse que d'habitude. Chapitre 2 – Les paroles sombres. Au fur et à mesure que le voyage avançait, le silence dans la voiture devenait insupportable. Marcos essayait toujours de discuter avec les passagers pour passer le temps, mais il y avait quelque chose chez cette femme qui le mettait mal à l'aise. Ses yeux ne quittaient pas le rétroviseur, comme si elle observait chacun de ses mouvements. « Vous aimez conduire la nuit, n'est-ce pas ?»
demanda-t-elle soudain, sa voix brisant le silence comme une lame glaciale. Marcos hésita avant de répondre. Il y avait quelque chose dans son ton qui le dérangeait, une sensation qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Oui, c'est plus calme, répondit-il, sans quitter la route des yeux. « Oui, calme, répéta-t-elle avec un léger sourire. Mais l'obscurité peut cacher bien des choses, vous ne trouvez pas ?» Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. La phrase semblait déplacée, comme si elle insinuait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Avant qu'il ne puisse répondre, la femme recommença à parler, cette fois sans qu'il ne pose de questions. « L'obscurité m'a déjà protégé de nombreuses fois. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut faire que loin de la lumière, dit-elle, et sa voix paraissait plus froide maintenant. Des choses horribles que personne ne devrait jamais voir. » Marcos serra les mains sur le volant. Ces paroles le mettaient mal à l'aise. Il essaya de se concentrer sur la route, qui était désormais bordée d'arbres et plongée dans une obscurité totale. La pluie avait diminué, mais les nuages épais cachaient toute trace de lune. « Des choses horribles ?» demanda-t-il, sentant une étrange nécessité de continuer la conversation, malgré lui. La femme laissa échapper un rire bas, qui ressemblait plus à un murmure sinistre. « J'ai tué 2 fois, vous savez ?» dit-elle, avec une froideur effrayante. Ils ne l'ont jamais découvert. En fait, ils ont cru que c'était quelqu'un d'autre. C'était tellement facile de les tromper. Marcos sentit son cœur s'emballer. C'était une mauvaise blague, il essayait de s'en convaincre, mais la façon dont elle parlait, le ton calme et distant, suggérait qu'il y avait plus de vérité qu'il ne voulait le croire. Chapitre 3. La révélation. La voiture roulait toujours sur la route déserte, désormais entourée d'une forêt dense. Il n'y avait plus de maisons, plus de lumière, seulement le bruit des pneus sur la chaussée mouillée et la respiration lourde de Marcos. Il essayait de comprendre ce que la femme venait de dire, mais chaque fois qu'il regardait dans le rétroviseur, il voyait ce regard vide, presque inhumain, fixé sur lui. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, essayant de forcer un rire, mais la tension dans sa voix était évidente. « Plaisante ?» répondit-elle, d'un ton tranchant. « Non. Vous croyez que je mens ?» Le silence dans la voiture devint oppressant. L'air semblait plus lourd, et Marcos sentait la sueur couler sur son front, malgré le froid dans l'habitacle. Il ne savait pas comment réagir. Devait-il s'arrêter et la faire descendre? Devait-il appeler la police? « Vous voyez, il doute toujours de moi, dit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. C'était pareil quand ils ont essayé de m'enfermer. Mais je me suis échappé. Ils pensaient pouvoir me retenir, mais personne ne le peut. » Marcos regarda dans le rétroviseur une fois de plus et remarqua quelque chose de différent. Ses yeux semblaient anormaux. Ils étaient plus sombres qu'avant, presque comme s'ils devenaient noirs, sans pupilles. Il sentit un frisson glacial parcourir son corps. « D'où venez-vous » demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme. Elle sourit à nouveau, mais cette fois, son sourire était déformé, cruel. « D'une église, dit-elle, sans détour. Ils ont essayé de m'exorciser, pensant qu'ils pourraient chasser le démon en moi. Mais je suis bien plus forte qu'ils ne l'imaginaient. » Marcos ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Un exorcisme? Des démons? Cela ne pouvait être qu'une plaisanterie élaborée. Mais la terreur s'emparait de lui d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il commença à transpirer, et son esprit tournait en boucle, tentant de comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce que vous êtes ?» demanda-t-il, partagé entre la peur et l'incrédulité. Elle inclina la tête sur le côté, et ses yeux étaient maintenant entièrement noirs.
Son visage semblait changer sous la faible lumière du tableau de bord, comme si l'ombre prenait possession de ses traits. « Je suis ce que tu crains dans le noir, Marcos, dit-elle, d'une voix gutturale et déformée. Je suis le cauchemar qui murmure aux oreilles de ceux qui se croient en sécurité. » Chapitre 4 – La fuite. Le panique est sempre de Marcos. Il ne savait pas quoi faire. Il se sentait piégé dans cette voiture avec quelque chose qui n'était pas humain, quelque chose qui avait commis des crimes et s'était échappé d'un exorcisme. Ses mains tremblaient sur le volant, et il commençait à envisager la seule issue possible. Sans trop réfléchir, il écrasa la pédale de frein. La voiture dérapa sur la route mouillée, s'arrêtant brusquement au milieu de la chaussée déserte. Le bruit des pneus résonna à travers la forêt environnante, et le silence qui suivit fut absolu. « Sortez de ma voiture !» cria-t-il, se tournant pour faire face à la femme. Elle l'observa calmement, sans bouger. Ses yeux noirs semblaient refléter le néant absolu. Lentement, elle sourit, un sourire plein de malveillance. « Tu penses pouvoir me faire partir ?» demanda-t-elle, presque en riant. « Personne ne me fait partir, Marcos. Personne. » Avant qu'il ne puisse réagir, les lumières de la voiture commencèrent à cligner. Le mystère de la route de la forêt noire. Chapitre 1 – Le routier rebelle. Antoine Marchand n'était pas le routier typique. À 42 ans, avec une vie passée sur les routes, il était connu pour être un homme difficile. Il buvait comme s'il n'y avait pas de lendemain, fumait sans cesse et, de temps en temps, dépassait les limites de la loi sans réfléchir. Il avait déjà été verbalisé pour conduite en état d'ivresse, mais cela ne l'avait jamais empêché de poursuivre son vieux vice. Lorsqu'il n'était pas au volant, il dépensait son argent avec des prostituées et jouait dans des casinos miteux. Les risques et le danger étaient pour lui aussi essentiels que l'essence dans son réservoir. Ce soir d'octobre, il se préparait pour un autre long trajet. Il n'était pas dans son meilleur état, car il venait de passer les dernières heures à une fête clandestine de routiers dans une station-service délabrée. La musique forte, les cris, l'odeur d'huile brûlée et de bière bon marché étaient encore frais dans sa mémoire. Il se souvenait comment, ivre et se sentant invincible, il avait harcelé une femme à la fête, riant et se vantant à ses collègues par radio en reprenant la route. Antoine empruntait la célèbre route de la forêt noire, un chemin traître qui traversait une forêt dense entre Beauclair et Châteaunuit. Les routiers expérimentés évitaient cet itinéraire, surtout la nuit, mais Antoine ne se souciait pas des superstitions. Après tout, il était le genre d'homme qui croyait que rien ne pouvait l'atteindre, ni la loi, ni les fantômes de la route. L'horloge du tableau de bord indiquait 23 heures lorsqu'il quitta la station-service. Il faisait déjà noir et nuageux, et la seule chose éclairée était l'étroite bande d'asphalte devant lui, découpée par les phares du camion. La forêt environnante semblait vivante, avec le vent qui soufflait entre les arbres, murmurant comme une présence qu'il tentait d'ignorer. Il alluma la radio du camion pour chasser le silence gênant, mais tout ce qu'il entendait était de la statique. Il essaya d'ajuster les stations, mais rien d'autre que ce bruit métallique ne résonnait dans la cabine. L'inconfort commençait à s'insinuer en lui, mais Antoine rejeta toute pensée de peur. Il rit, se remémorant comment il avait raillé les autres routiers lors de la fête,
se vantant de ses exploits. Il attrapa la bouteille de whisky sur le siège passager et en prit une autre gorgée, sentant la chaleur de la boisson descendre dans sa gorge. Chapitre 2 – La femme sur la route. Il devait être près de 3 heures du matin lorsqu'Antoine aperçut quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Sur le bas-côté de la route déserte, une jeune femme se tenait à côté d'une vieille voiture délabrée. Et ce n'était pas n'importe quelle femme, elle correspondait exactement au type qu'Antoine appréciait. Une jeune blonde, à la peau claire, portant une robe courte qui mettait en valeur ses courbes. Elle semblait avoir à peine 20 ans, peut-être même moins, presque une enfant. L'impulsion de s'arrêter fut immédiate. La vision de cette jeune fille perdue dans l'obscurité de la route l'excitait et le mettait en alerte. Il ralentit le camion jusqu'à s'arrêter à sa hauteur. Pendant un instant, il se demanda comment une personne si jeune et belle avait pu se retrouver là, au milieu d'une route oubliée du temps. « Et, ma jolie, tu as besoin d'un coup de main ?» lança Antoine avec un sourire malicieux sur les lèvres. La jeune femme lui sourit en retour, un sourire timide et doux, du genre qu'Antoine n'avait pas vu depuis longtemps. Elle semblait vulnérable, parfaite pour lui. Il ouvrit la porte du camion, et elle monta sans hésiter. Chapitre 3 – La révélation horrifiante. À mesure qu'Antoine roulait sur la route déserte, le désir et la curiosité prirent rapidement le pas sur la peur initiale qu'il avait ressentie. La jeune femme, si attirante et vulnérable à ses côtés, lui faisait oublier l'atmosphère oppressante autour de lui. La tension dans la cabine était palpable, et la peur qu'il avait ressentie semblait se mêler à un désir croissant. Il tendit la main pour toucher la jeune fille, sa main tremblant légèrement. Sa peau était étonnamment froide au toucher, et un frisson de malaise le parcourut. Mais Antoine, consumé par ses propres impulsions, ignora cet avertissement. Il tenta de glisser sa main plus près, dans un geste qu'il pensait séduisant, mais quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'il remarqua que le sourire de la jeune fille avait disparu, laissant place à une expression qu'il ne parvenait pas à décrire. Ses yeux, auparavant brillants et invitants, étaient maintenant comme des gouffres sans fond. L'atmosphère dans la cabine changea brusquement, le froid s'intensifia, et l'air devint lourd et oppressant. Soudain, la jeune fille commença à se transformer sous les yeux d'Antoine. Son corps semblait se contorsionner et s'allonger, sa peau s'étirant et s'assombrissant dans une teinte sinistre. Sa robe se déchirait, révélant une forme monstrueuse en dessous. Des griffes jaillirent de ses doigts, et ses dents s'allongèrent en crocs acérés. La créature se dévoilait dans toute sa monstruosité. Antoine fut paralysé par l'horreur en voyant la transformation. Ses instincts lui criaient d'arrêter le camion et de fuir, mais la panique le laissait incapable d'agir. Le démon, maintenant pleinement révélé, lui souriait d'un sourire cruel. D'un geste rapide, elle saisit Antoine par le cou, ses griffes tranchantes pressant contre sa peau. Antoine tenta de lutter contre son emprise, mais les griffes étaient implacables. Il sentit l'air lui manquer, sa vision commençait à se brouiller. Désespéré, il se débattit pour se libérer, mais le démon était fort et semblait se nourrir de la terreur de sa victime. Chapitre 4 – Fuite dans le désert. Dans un dernier sursaut de panique, Antoine parvint à se défaire de l'emprise du démon. Il ouvrit la porte du camion et se jeta dehors, roulant sur le sol rugueux de la route. Il courut sans se retourner,
son cœur battant à tout rompre, ses jambes flageolantes. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait fuir cette chose. Il courut sans s'arrêter jusqu'à atteindre l'immensité du désert à côté de la route. L'obscurité du désert était oppressante, mais Antoine n'avait pas le choix. Il courut sans but, son esprit à la limite de la folie. Les rires de la créature résonnaient dans sa tête, et il sentait que, peu importe à quelle vitesse il courait, le démon était toujours juste derrière lui. Le désespoir le consumait, et il avait du mal à penser clairement. Les voix, les murmures, ils faisaient maintenant partie de son esprit, comme si le démon était à l'intérieur de sa propre tête, guidant chacun de ses pas. Antoine erra dans le désert pendant des heures, peut-être des jours. Il perdit toute notion du temps. La soif et la fatigue le torturaient, mais il continuait à avancer, comme si quelque chose le poussait en avant. À un moment donné, il s'effondra, tombant sur le sable brûlant, épuisé et tourmenté. Chapitre 5 – Réveil dans le néant. Lorsqu'Antoine se réveilla enfin, il était couvert de poussière et de sueur, le soleil brûlant du désert frappant fort son visage. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, ni où il se trouvait exactement. Le dernier souvenir qu'il avait été le sourire cruel de la femme démoniaque, et après cela, le vide. Titubant, Antoine se leva et regarda autour de lui. Le désert s'étendait dans toutes les directions, mais au loin, il aperçut quelque chose. La route. Il commença à marcher vers elle, chaque pas étant un effort immense. Quand il atteignit enfin la route, il vit son camion, stationné exactement là où il l'avait laissé. Il était intact, comme si rien ne s'était passé. Incrédule, Antoine monta dans la cabine et regarda autour de lui, cherchant un signe de la femme ou de ce qui s'était passé. Le camion semblait normal, mais il savait que quelque chose en lui avait changé à jamais. Il s'assit au volant, les mains tremblantes. Il ne savait pas comment expliquer ce qui s'était passé, mais il était certain d'une chose, cette créature qu'il avait rencontrée. Histoire 2, le camion. Chapitre 1, le début de l'aventure. La maison de Jean était sens dessus-dessous. Des gobelets en plastique et des bouteilles de bière vides jonchaient le sol du salon, l'odeur de fumée imprégnant encore les rideaux. C'était le vestige de la fête de la veille. Jean se vantait devant ses amis tout en lançant en l'air les clés de la voiture de son père. C'était une voiture de sport rouge, un modèle coûteux que son père le laissait rarement toucher. Cependant, avec ses parents en voyage pour 10 jours, Jean voyait l'occasion parfaite. Amélie, sa petite amie, l'observait en silence tout en préparant son sac à dos. Elle avait un mauvais pressentiment depuis le début, mais elle choisit de ne rien dire. Elle savait que Jean était impulsif, et rien ne le ferait changer d'avis à ce moment-là. Pierre, le meilleur ami de Jean, et sa petite amie Sophie étaient excités. C'était la première fois qu'ils partaient en voyage seuls, sans surveillance d'adultes, et ils voulaient profiter de chaque instant. L'ambiance était à l'euphorie, surtout après la fête. Tous étaient un peu fatigués, mais l'adrénaline d'être sur la route les maintenait en alerte. Jean s'amusait au volant, accélérant dans les rues de la ville tandis que les autres riaient, bien qu'Amélie gardait les yeux fixés sur la route. Elle n'aimait pas la façon dont il conduisait, toujours à vouloir impressionner. La route menant au petit village français où il se rendait était bordée de champs verdoyants et de douces collines.
Le soleil brillait intensément, peignant le ciel de nuances d'un bleu profond. L'atmosphère à l'intérieur de la voiture, cependant, contrastait. Jean devenait de plus en plus excité par la vitesse, riant de manière incontrôlable en réalisant des manœuvres risquées. « Jean, s'il te plaît, ralentis », dit Amélie pour la 3e fois, la tension dans sa voix étant perceptible. Mais Jean l'ignora complètement. Pierre et Sophie à l'arrière se contentaient de rire, encore animés par les restes de la fête de la veille. Pierre, en particulier, encourageait Jean à aller plus vite, lui suggérant de prendre des virages serrés et d'accélérer dans les lignes droites. Mais ce qui semblait être une aventure inoffensive allait bientôt virer au cauchemar. Chapitre 2 : La rencontre avec le camion. Ils étaient déjà sur la route depuis des heures quand ils commencèrent à remarquer un changement dans le paysage. Les collines douces laissèrent place à des forêts denses et sombres, projetant des ombres sur la route sinueuse. La radio jouait une musique quelconque, mais l'énergie dans la voiture commença à changer. Même Pierre et Sophie étaient plus silencieux maintenant, comme s'ils ressentaient quelque chose d'étrange dans l'air. C'est alors que Jean regarda dans le rétroviseur et vit pour la première fois le camion. Il était loin, mais suffisamment pour attirer son attention. Un géant de métal, tout noir, avec des carénages qui le faisaient ressembler à une bête. Les phares blancs brillaient d'une manière intimidante derrière la voiture de sport. « Regardez ça, on dirait un de ces trucs dans les films américains », plaisanta Jean, en appuyant sur l'accélérateur pour voir si le camion les suivrait. Amélie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle regarda derrière et vit le camion, qui semblait s'approcher lentement. « Jean, ne fais pas ça. Ce type est beaucoup trop près. »« Détends-toi, je sais ce que je fais, » répondit-il, impassible, accélérant davantage. La voiture rouge rugit en prenant de la vitesse sur la route. Pendant quelques minutes, ils semblèrent avoir distancé le camion, mais pas pour longtemps. À travers le rétroviseur, Jean vit de nouveau apparaître le monstre noir, cette fois bien plus près. Désormais, Pierre et Sophie étaient aussi tendus. « Mec, ce camion est vraiment trop collé, » dit Pierre, le rire ayant disparu de son visage. « T'inquiète, il va nous dépasser, » assista Jean, mais sa voix n'était plus aussi confiante. Le camion ne les dépassa pas. Il continua à les suivre, collé à la voiture de sport. Amélie commençait à transpirer de peur, serrant les poings sur son siège. Chapitre 3 : La chasse commence. Ce qui avait commencé comme une course amusante se transforma en désespoir. Jean appuyait à fond sur l'accélérateur, mais le camion était toujours là, comme une ombre sinistre, collée à eux. À chaque virage serré ou manœuvre risquée, il pensait s'en être débarrassé. Et pourtant, quelques minutes plus tard, le camion réapparaissait, ses phares illuminant le rétroviseur de manière menaçante. « Jean, s'il te plaît, arrête la voiture. C'est trop dangereux maintenant. » implora Amélie, la peur palpable dans sa voix. « Si je m'arrête, ce type va nous attraper, » cria Jean, ses doigts serrant le volant avec une telle force que ses jointures devinrent blanches. La panique commençait à l'envahir lui aussi, bien qu'il tentât de rester calme devant ses amis. Le silence régnait dans la voiture. Pierre et Sophie se cramponnaient à leur siège, leur cœur battant à tout rompre. Pierre, qui avait auparavant encouragé Jean à aller plus vite, regrettait maintenant,
son visage blême de peur. Sophie, quant à elle, ne disait pas un mot. Elle regardait juste par la fenêtre, comme si elle attendait que tout cela se termine. La route était déserte. Aucune lumière, aucune maison, rien. Juste eux, l'obscurité de la forêt environnante et le camion, qui ne lâchait pas prise. Soudain, le camion accéléra et heurta l'arrière de la voiture de sport. La voiture tangua violemment, et Jean manqua de perdre le contrôle. Amélie hurla, et les autres s'accrochèrent à leur siège, terrifiés. « Je ne peux plus contrôler la voiture, » dit Jean, paniqué. Chapitre 4 – La tragédie. Dans un geste désespéré, Jean tourna brusquement le volant pour essayer de semer le camion. La voiture quitta la route, glissant à grande vitesse sur l'accotement. La voiture de sport s'écrasa contre un arbre dans un fracas assourdissant. Tout devint silencieux un instant, comme si le temps s'était arrêté. Amélie ouvrit les yeux avec difficulté. Sa vision était floue, et tout son corps lui faisait mal. L'odeur d'essence et de fumée envahissait ses poumons. La première chose qu'elle vit fut le corps inerte de Jean, toujours attaché au volant. Il ne bougeait plus. Du sang coulait de son front, ses yeux étaient ouverts, mais sans vie. Elle se tourna lentement vers la banquette arrière. Pierre était évanoui, la tête tombée sur le côté, tandis que Sophie ne bougeait pas, le visage tourné vers le plafond. Ils semblaient tous les deux morts. Le bruit du moteur du camion résonnait encore au loin. Amélie, encore sonnée, essaya de sortir de la voiture. Chaque mouvement lui faisait mal, mais elle savait qu'elle devait s'échapper. Le camion pourrait revenir. Chapitre 5 – La survivante. Amélie tituba hors de la voiture, ses pieds nus touchant le bitume froid. Le monde semblait tourner autour d'elle, et un goût de sang emplissait sa bouche. Elle regarda autour d'elle, cherchant une trace du camion, mais il avait disparu. Les heures qui suivirent furent floues. Elle erra sur la route déserte, ses vêtements en lambeaux, le visage couvert de saleté et de sang. Finalement, elle fut retrouvée par une famille qui passait sur la route le lendemain matin. Ils appelèrent la police, qui arriva peu de temps après. Amélie raconta son histoire aux autorités, mais personne ne la crut. Ils dirent que l'accident avait été causé par la vitesse excessive, aggravée par la consommation d'alcool et de drogue. Le camion? Probablement le fruit de son imagination. Mais Amélie connaissait la vérité. Elle savait que le camion était là, et qu'il était responsable de la mort de ses amis. Pourtant, elle ne pouvait pas le prouver. Ce qui lui restait, c'était seulement le souvenir de cette nuit et la sensation constante que, à tout moment, le camion pourrait revenir pour finir ce qu'il avait commencé. Histoire 3 – La passagère de la nuit. Chapitre 1 – La course nocturne. Marcos était chauffeur de VTC depuis plus de 2 ans. Il avait commencé à travailler la nuit, car, selon lui, c'était à ce moment-là que les courses rapportaient le plus et qu'il y avait moins de circulation. De plus, il aimait le calme de la nuit et la solitude des rues désertes. Mais il y avait une autre raison. Il souffrait d'insomnie depuis l'adolescence, et conduire la nuit semblait être la meilleure façon de passer le temps jusqu'au lever du jour. Cette nuit-là, il pleuvait fort. Les rues étaient presque désertes, et les quelques lampadaires vacillaient le long de l'avenue mouillée. Marcos s'était garé sous un auvent pour éviter la pluie pendant qu'il attendait une nouvelle course. L'horloge sur le tableau de bord indiquait 3h37 du matin. Il pensait à terminer son service lorsque l'application a sonné. C'était une course longue,
plus de 100 kilomètres jusqu'à une petite ville de province. Quelque chose en lui disait de refuser, mais la prime était élevée, et l'argent était toujours bienvenu. Sans trop réfléchir, il accepta. La passagère n'était qu'à quelques pâtés de maison, et il arriva rapidement à destination. Lorsqu'il s'arrêta, une femme émergea des ombres, tenant un parapluie noir. Elle portait un manteau épais, bien qu'il ne fasse pas si froid, et ses yeux semblaient creux et fatigués, presque vides. Marcos déverrouilla la porte, et la femme entra à l'arrière sans dire un mot, hochant simplement la tête en guise de remerciement. Le silence entre eux était étrange, mais il était habitué aux clients taciturnes. Il confirma la destination via l'application, un petit village appelé Sainte-Anne, au cœur d'une zone rurale éloignée. « Bonsoir, dit-il, essayant d'être poli. « Sainte-Anne, c'est bien ça ?» La femme le regarda dans le rétroviseur. Son regard était perturbant, comme si elle examinait chaque détail du visage de Marcos. Elle sourit, mais d'une manière peu amicale. « Oui, Sainte-Anne, loin de tout, répondit-elle, sa voix basse, presque un murmure. Marcos ressentit un frisson involontaire. Il enclencha la marche et suivit la route, tentant de se débarrasser de l'étrange sensation que quelque chose n'allait pas. La pluie martelait fort le pare-brise, et l'obscurité de la nuit semblait plus épaisse que d'habitude. Chapitre 2 Les paroles sombres. Au fur et à mesure que le voyage avançait, le silence dans la voiture devenait insupportable. Marcos essayait toujours de discuter avec les passagers pour passer le temps, mais il y avait quelque chose chez cette femme qui le mettait mal à l'aise. Ses yeux ne quittaient pas le rétroviseur, comme si elle observait chacun de ses mouvements. « Vous aimez conduire la nuit, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle soudain, sa voix brisant le silence comme une lame glaciale. Marcos hésita avant de répondre. Il y avait quelque chose dans son ton qui le dérangeait, une sensation qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Oui, c'est plus calme, répondit-il, sans quitter la route des yeux. « Oui, calme, répéta-t-elle avec un léger sourire. Mais l'obscurité peut cacher bien des choses, vous ne trouvez pas ?» Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. La phrase semblait déplacée, comme si elle insinuait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Avant qu'il ne puisse répondre, la femme recommença à parler, cette fois sans qu'il ne pose de questions. « L'obscurité m'a déjà protégé de nombreuses fois. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut faire que loin de la lumière, dit-elle, et sa voix paraissait plus froide maintenant. Des choses horribles que personne ne devrait jamais voir. » Marcos serra les mains sur le volant. Ces paroles le mettaient mal à l'aise. Il essaya de se concentrer sur la route, qui était désormais bordée d'arbres et plongée dans une obscurité totale. La pluie avait diminué, mais les nuages épais cachaient toute trace de lune. « Des choses horribles ?» demanda-t-il, sentant une étrange nécessité de continuer la conversation, malgré lui. La femme laissa échapper un rire bas, qui ressemblait plus à un murmure sinistre. « J'ai tué 2 fois, vous savez ?» dit-elle, avec une froideur effrayante. Ils ne l'ont jamais découvert. En fait, ils ont cru que c'était quelqu'un d'autre. C'était tellement facile de les tromper. Marcos sentit son cœur s'emballer. C'était une mauvaise blague, il essayait de s'en convaincre, mais la façon dont elle parlait, le ton calme et distant, suggérait qu'il y avait plus de vérité qu'il ne voulait le croire. Chapitre 3 La révélation. La voiture roulait toujours sur la route déserte, désormais entourée d'une forêt dense. Il n'y avait plus de maisons, plus de lumière, seulement le bruit des pneus sur la chaussée mouillée et la respiration lourde de Marcos. Il essayait de comprendre ce que la femme venait de dire, mais chaque fois qu'il regardait dans le rétroviseur, il voyait ce regard vide, presque inhumain, fixé sur lui. « Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, essayant de forcer un rire, mais la tension dans sa voix était évidente. « Plaisante ?» répondit-elle, d'un ton tranchant. « Non. Vous croyez que je mens ?» Le silence dans la voiture devint oppressant. L'air semblait plus lourd, et Marcos sentait la sueur couler sur son front, malgré le froid dans l'habitacle. Il ne savait pas comment réagir. Devait-il s'arrêter et la faire descendre?
Devait-il appeler la police? Vous voyez, il doute toujours de moi, dit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. C'était pareil quand ils ont essayé de m'enfermer. Mais je me suis échappé. Ils pensaient pouvoir me retenir, mais personne ne le peut. Marcos regarda dans le rétroviseur une fois de plus et remarqua quelque chose de différent. Ses yeux semblaient anormaux. Ils étaient plus sombres qu'avant, presque comme s'ils devenaient noirs, sans pupilles. Il sentit un frisson glacial parcourir son corps. « D'où venez-vous » demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme. Elle sourit à nouveau, mais cette fois, son sourire était déformé, cruel. « D'une église, dit-elle, sans détour. Ils ont essayé de m'exorciser, pensant qu'ils pourraient chasser le démon en moi. Mais je suis bien plus forte qu'ils ne l'imaginaient. » Marcos ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Un exorcisme? Des démons? Cela ne pouvait être qu'une plaisanterie élaborée. Mais la terreur s'emparait de lui d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il commença à transpirer, et son esprit tournait en boucle, tentant de comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce que vous êtes » demanda-t-il, partagé entre la peur et l'incrédulité. Elle inclina la tête sur le côté, et ses yeux étaient maintenant entièrement noirs. Son visage semblait changer sous la faible lumière du tableau de bord, comme si l'ombre prenait possession de ses traits. « Je suis ce que tu crains dans le noir, Marcos, dit-elle, d'une voix gutturale et déformée. Je suis le cauchemar qui murmure aux oreilles de ceux qui se croient en sécurité. » Chapitre 4 – La fuite. Le panique est sempre de Marcos. Il ne savait pas quoi faire. Il se sentait piégé dans cette voiture avec quelque chose qui n'était pas humain, quelque chose qui avait commis des crimes et s'était échappé d'un exorcisme. Ses mains tremblaient sur le volant, et il commençait à envisager la seule issue possible. Sans trop réfléchir, il écrasa la pédale de frein. La voiture dérapa sur la route mouillée, s'arrêtant brusquement au milieu de la chaussée déserte. Le bruit des pneus résonna à travers la forêt environnante, et le silence qui suivit fut absolu. « Sortez de ma voiture !» cria-t-il, se tournant pour faire face à la femme. Elle l'observa calmement, sans bouger. Ses yeux noirs semblaient refléter le néant absolu. Lentement, elle sourit, un sourire plein de malveillance. « Tu penses pouvoir me faire partir ?» demanda-t-elle, presque en riant. « Personne ne me fait partir, Marcos. Personne. » Avant qu'il ne puisse réagir, les lumières de la voiture commencèrent à cligner.